ignorait ce que elle, avec son petit brevet de cycle d'orientation, avait appris, à savoir que si le parquet instruit et poursuit des infractions, seul un tribunal condamne. Le parquet ne condamne pas. J'ai pris sur moi de parler avec cette dame, de relativiser ses critiques contre les honorables élus de l'ex-province du Katanga, en lui disant que cet ancien gouverneur pouvait tout aussi bien avoir falsifié son curriculum vitae pour convaincre les grands électeurs que sont les députés provinciaux de l'ex-Katanga. Une éventualité d'autant plus probable que la falsification est une pratique d'usage très courante chez l'intéressé, dont la condamnation par le tribunal de paix de Lubumbashi-Kamalondo, qu'il a tenté malhonnêtement de confondre avec l'instruction pénale toujours en cours du dossier du recrutement des mercenaires devant le parquet près la cour d'appel de Lubumbashi, a été primordialement donnée par une infraction de faux et usage de faux aux dépens d'un sujet grec, M. Stoupi, dont l'avocat vous a expliqué, je pense, dans un point de presse organisé sur mes services il y a quelques jours, les tenants et les aboutissants, et qui ne concerne en rien le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de faux et d'usage de faux. Tout ceci pour demander aux faiseurs des rois autoproclamés sous nos tropiques qu'ils peuvent mieux choisir leurs pions. En un mot commençant, le gouvernement de la République démocratique du Congo engage ses partenaires à résister à la tentation impériale devant les difficultés conjoncturelles de notre pays. Nous les invitons à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Nous les invitons à contribuer plutôt à la stabilisation de la situation dans ce pays dont le peuple n'a que trop souffert de toutes sortes de convoitises, de toutes sortes d'ambitions mal gérées depuis l'aube de l'indépendance. Exiger la tenue des élections crédibles dans des délais contraignants dont on sait qu'ils ne peuvent être tenus faute de moyens, tout en encourageant ceux qui ne rêvent que plaie et bosse, revient pratiquement à créer les conditions des violences que l'on prétend par ailleurs vouloir prévenir. Le gouvernement appelle une fois de plus les vrais amis du Congo, les vrais amis des Congolais, à soutenir, comme il le fait lui-même, la Commission électorale nationale indépendante, afin de lui permettre de poursuivre sans désemparer les préparatifs d'un processus électoral fiable, viable et apaisé. Il est contre-productif de se limiter à multiplier des injonctions combinatoires, humiliantes et irréalistes que nous ne pouvons que rejeter sur les dates d'organisation de telle ou telle autre élection, jugées plus intéressantes pour certains, alors que toutes les élections se valent pour les populations congolaises. Nous nous félicitons donc des efforts du facilitateur désigné par l'Union africaine, l'ancien Premier ministre togolais, M. Edem Kodjo, pour rendre possible la recherche d'un consensus entre fils et filles de la République démocratique du Congo afin d'avancer vers de telles élections. Pour le gouvernement, les acteurs congolais de la classe politique et de la société civile, toutes tendances confondues, ont un réel intérêt à se joindre à ces efforts au risque de brûler la maison commune. Quelques compatriotes, et pas des moindres, continuent à se laisser bercer par les promesses ou les miettes des intérêts particuliers de quelques fauteurs de troubles étrangers, qu'ils soient États ou organisations non gouvernementales internationales, pour des schémas de sortie de crise conflictuelle, et rejettent toute recherche d'un compromis par le dialogue national inclusif. Nous pensons qu'ils ont tort. Le gouvernement les invite, une fois de plus, à revenir à la raison avant qu'il ne soit trop tard pour notre peuple. Nous avons entendu hier
les propos désabusés d'un ancien Premier ministre britannique, M. Tony Blair, qui a présenté des excuses pour l'interventionnisme musclé de son gouvernement et d'autres gouvernements occidentaux en Irak, un pays dont l'existence, vous le savez, ne tient aujourd'hui qu'à un fil, alors que toutes les possibilités d'un règlement pacifique, a-t-il dit, n'avaient pas été épuisées. Mais que valent ces excuses 13 ans après pour les Irakiens, et particulièrement pour les centaines de milliers d'Irakiens qui sont morts déjà, ou qui sont estropiés à vie du fait de ces affrontements fratricides. Le gouvernement appelle donc tous les Congolais à un sursaut patriotique. Il engage les Congolais à se méfier de ce qui s'apparente plus à des caprices intéressés de puissances arrogantes qu'à de la solidarité avec notre pays. Nous nous félicitons de la sélection le 4 juillet courant par la Commission électorale nationale indépendante, conformément aux règles de l'art, d'un fournisseur pour les 22 000 kits d'enrôlement mobile biométrique pour l'actualisation du fichier électoral, sans laquelle il n'y a point d'élection crédible possible, quelle que soit par ailleurs l'impatience légitime des uns et des autres à voir l'élection se tenir au plus vite. Avec cette sélection, on peut dire que la République démocratique du Congo est entrée de plein pied dans le processus électoral de 2016, quoi qu'en disent les sceptiques. Et c'est une bonne chose. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer, nous prenons 5 personnes et nous clôturons la session. 5 personnes, cela veut dire une personne, une question. S'il vous plaît, une question à chacun, pas 2. Marc Jourdier pour l'agence France Presse. Monsieur le ministre, 9 personnes ont encore été massacrées mardi dans le territoire de Béni. En octobre 2014, le chef de l'État avait promis aux habitants de cette région la victoire contre les terroristes responsables de leur malheur. La population locale attend toujours la réalisation de cette promesse. Depuis octobre 2014, c'est plus de 600 personnes qui ont péri dans une véritable folie meurtrière. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, assassinés sauvagement, décapités, démembrés, égorgés. Vous aimez à dire que les autorités congolaises sont inspirées par la figure de Lumumba. Vous avez encore fait référence à lui aujourd'hui. Le grand homme avait une haute idée de l'État et un grand souci du bien-être de ses concitoyens. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour permettre aux habitants de territoire et de la ville de Béni de vivre enfin normalement et délivrer de la peur? Vous faites bien, Monsieur Jourdier, de nous rappeler le terrible calvaire de nos populations du Grand Nord, notamment de Béni, Béni-Mbao, dans le Nord Kivu, qui est, comme vous l'aurez constaté, le grand absent des débats qui se déroulent sur toutes les arènes, que ce soit à Kinshasa, à Genval ou ailleurs. Nous sommes présents à Béni. Le président de la République a notamment instruit, en sa qualité de commandant en chef des forces armées de la République démocratique du Congo, le commandement de l'opération Soukola qui était basé à Goma, à se délocaliser, non pas même à Béni, mais à Eringeti, une localité très rurale, où on a situé le triangle de développement de, de ce groupe armé résiduel que constituent les ADF. Donc il y a là tous ces généraux, tous ces officiers qui initient leurs actions contre cette offensive asymétrique à partir de la zone même où se déroulent les opérations d'attaque contre nos populations. Il est évident que dans une offensive de type asymétrique, on ne peut pas fixer une date au-delà de laquelle il n'y aurait plus la moindre action terroriste. Mais il faut reconnaître, avec nos observateurs de la MONUSCO notamment, que les capacités de malfaisance de ces groupes armés ont sensiblement diminué depuis que l'état-major de l'opération Soukola s'est délocalisé et que de moins en moins nous assistons à ces actions qui victimisent nos malheureuses populations de cette région de notre pays. Le terrorisme
nous frappe. C'est une offensive qui, par définition, se cache, ne se montre pas au grand jour, joue à cache-cache avec ceux qui le répriment. C'est vrai au Congo, c'est vrai au Kenya, c'est vrai en Somalie, c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis. Nous sommes allés au-devant de ces forces parce que nous savons les localiser dans un périmètre qui est situé dans les gorges profondes d'une jungle difficilement pénétrable, mais où nos garçons ont pénétré et où ils se confrontent à eux. Et donc, ce petit jeu de cache-cache avec la mort se joue chaque jour au prix de la vie de nos jeunes militaires qui ont le devoir de se sacrifier pour leurs compatriotes. En tous les cas, je vous remercie d'avoir rappelé ce problème que j'ai omis dans mon introduction, compte tenu du fait qu'on nous distrait tellement avec les ambitions des uns qui sont tellement pressés à devenir président qu'ils oublient que le peuple pour lequel ils veulent ce pouvoir souffre en certains endroits, notamment à Béni, et que ce sont les seules forces armées de la République démocratique du Congo qui, avec l'appui de la MONUSCO naturellement, se chargent de faire disparaître cette menace. Mais je pense que d'ici à quelques mois, la menace ADF ne sera plus qu'un souvenir. Je ne peux pas donner les détails sur les dispositions qui ont été prises, mais je voudrais renouveler ici l'appel que l'état-major a lancé à l'endroit de toutes les filles et tous les fils du Grand Nord, de Béni en particulier, de coopérer activement avec les forces de sécurité pour mettre fin une fois pour toutes à la présence de ces forces terroristes dans cet espace. Monsieur le ministre, c'est Blaise Bassomboli pour TV5. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous venez d'appeler tous les Congolais à un sursaut patriotique. Contrairement à vous, Moïse Katumbi, qui est passé sur certaines chaînes françaises, a demandé plutôt aux Congolais que lorsqu'ils voient les autorités passer, de leur dire au revoir parce que, selon lui, le mandat du président expire au 19 décembre. Comment vous réagissez globalement à cet appel de Katumbi? Je pense que devant l'ignorance, on doit éprouver une certaine gêne, sinon de la pitié. Je pense que c'est quelqu'un qui ignore les prescrits de la constitution de son pays, qui peut parler ainsi. Je pense que les Congolais savent très bien que les cas de vide institutionnel n'ont pas été prévus par la constitution et les lois de la République, et que donc nous avons également eu l'habitude d'entendre ce compatriote ergoter sans cesse pour essayer de politiser les ennuis qu'il a avec les institutions judiciaires de son pays. Et donc nous, qui sommes de l'exécutif, n'allons pas tomber dans ce piège de polémiquer avec quelqu'un qui a des ennuis, non pas avec nous, le gouvernement, mais avec la justice. Donc si M. Katumbi veut se défendre de la condamnation qu'il a reçue au tribunal de grande instance de Kamalondo, ou des arguments que le ministère public a déployés contre lui devant la cour d'appel de Lubumbashi, il n'a qu'à se présenter devant cette cour ou à charger ses avocats de le faire et cesser de prendre le gouvernement pour cible. C'est tout ce que je peux dire. Nous n'avons aucun problème avec M. Katumbi, nous n'avons pas un dossier, un compte à régler avec lui. Il a des comptes à rendre à la justice. Moi, je ne représente pas la justice et je ne me laisserai pas distraire par cette tentative pathétique, que je l'ai dit, de vouloir politiser des affaires judiciaires. C'est un condamné qui essaie de défendre et je l'inviterai à le faire devant ses juges et non pas devant les médias, parce que ce n'est pas vous des médias qui le poursuivez, ce n'est pas TV5 qui le poursuit, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui le poursuivent, c'est la cour d'appel de Lubumbashi et c'est le tribunal de paix de Kamalondo. C'est devant eux qu'il doit se défendre. Voilà ma réponse. Vous dénoncez les déclarations de pays étrangers concernant... Et en même temps, ce sont ces mêmes pays qui peuvent et qui proposent de financer les élections. Comment sortir de l'impasse? Madame Bangré, je pense qu'il y a des années que nous sommes guéris de cette illusion, de ces promesses jamais tenues, qui sont semblables à
ces carottes que l'on fait miroiter à un âne que l'on voudrait faire avancer vers une certaine direction, où on vous dit on va financer des élections à condition que vous lâchiez une partie de votre souveraineté en notre possession. 2011, on nous a fait les mêmes promesses et nous nous sommes retrouvés avec que dalle pour financer nous-mêmes nos élections. 2016, les mêmes promesses ont été renouvelées et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu le moindre sous-vaillant, sauf peut-être les Britanniques qui ont offert, si mes souvenirs sont exacts, 3 millions de dollars déjà à la CENI pour plusieurs centaines de millions de dollars que le gouvernement a déjà mis dans le panier. Donc, on ne va pas acheter la souveraineté de la République démocratique du Congo avec des promesses fallacieuses. Et même s'il y a eu cette coopération, et même si elle aura lieu, ce n'est pas cela le prix de la souveraineté d'un pays. Je pense que même si nos partenaires nous aident, ce n'est pas au prix de notre souveraineté. Et encore moins, nous sommes habitués à des fausses promesses. Nous sommes d'autant plus fondés à pouvoir résoudre nos problèmes par nous-mêmes, parce que les promesses d'avant n'ont jamais, je vous le dis, jamais été satisfaites et nous ne voyons pas, en voyant les choses telles qu'elles se déroulent, comment elles pourraient être satisfaites cette fois-ci. Il ne faut pas faire preuve de naïveté. Ici Alain Waikali pour l'agence des presse nouvelles. Monsieur le ministre, l'ONG Global Witness a publié un rapport le vendredi où il dénonce une entreprise chinoise d'avoir coopéré avec le milicier Raya Mutomboki dans les sites Kivu et ça a conduit à fournir les armes à ces miliciers pour permettre à l'entreprise d'accéder à des ressources telles que l'or. Et il dit, l'ONG dit que c'est en collaboration avec les autorités du site Kivu. Est-ce que le gouvernement est au courant, le gouvernement central est au courant du dit rapport et comment vous l'avez accueilli, comment vous jugez son contenu? Merci. Nous recevons beaucoup de rapports d'ONG, vous savez, nous les vérifions, nous ne pouvons rien négliger. Si une autorité provinciale s'est rendue coupable de forfaiture ou de trahison, tel que vous le dites, moi-même je n'ai pas encore lu ce rapport-là, soyez certains que des mesures très sévères seront prises à son encontre. Soyez certains que la justice sera saisie et fera son travail. D'ailleurs, vous savez bien qu'au Sud Kivu, il y a un député de la majorité qui est en train de comparaître pour avoir été présumé organisateur d'un groupe armé privé. Donc nous faisons dans la tolérance zéro vis-à-vis de quiconque, qu'il soit de la majorité, de l'opposition, agent du gouvernement ou pas, qui oserait remettre en cause la sécurité de notre peuple. Soyez certains que ces informations sont en train d'être vérifiées par le ministère compétent et par le gouvernement et qu'en cas de nécessité, ordre sera donné par le ministre de la Justice au parquet de pouvoir entreprendre les devoirs qui s'imposent pour réprimer tout acte de haute trahison, puisque ce serait, je parle bien au conditionnel, un acte de haute trahison que de pouvoir coopérer au financement ou à l'armement d'un groupe armé dont la destinée est d'être désarmé. Il n'y a aucun groupe armé qui puisse être acceptable dans le contexte actuel de notre pays, que ce soit un groupe armé national comme les Raya Mutomboki ou un groupe armé étranger comme les FDLR ou les ADF. Donc l'enquête est en cours et nous vous tiendrons au courant des résultats des enquêtes et des mesures qui seront prises relativement aux conclusions de cette enquête. Élisée Loudière, Congo Web, revenons sur la situation dans l'est du pays. Et on croire le candidat à la présidence Moïse Katumbi, cela est possible de mettre fin à l'insécurité dans 3 mois. Peut-être que c'est l'occasion. Voilà pourquoi certains demandent vivement la tenue des élections, parce que ça fait 15 ans pour certains que la recette Kabila par rapport à la situation à l'Est ne porte pas ce fruit et que vivement changement de recette pour certains en dehors de 3 mois que la paix puisse être retrouvée dans cette partie du pays. Vous savez, quelqu'un qui est incapable même de lire le texte de la constitution de son pays, ça m'étonnerait qu'il trouve bien une recette appropriée pour mettre fin à une situation aussi complexe.
que celle qui prévaut aujourd'hui au Nord Kivu, quel que soit ce qu'il est en train de déclarer. Manifestement, il ignore même l'histoire de ces désordres que nous affrontons au Nord Kivu. Il ignore l'origine de ce terrorisme qui est en train d'étreindre nos populations au Nord Kivu et qui ont commencé longtemps, des décennies avant même l'avènement de Joseph Kabila. Donc, je pense que à un ignorant, on ne peut répondre que par le silence. Je pense qu'il devrait rentrer aux études, savoir quelle est l'histoire de son pays, avant de pouvoir proposer des recettes, comme vous dites. Il faut connaître d'abord de quel pays on parle. Ce n'est pas un roman, madame. Il y a une histoire. Cette rébellion a une histoire, et il y a des actions que je vous ai décrites ici, qui sont en train d'être menées. Les forces armées de la République que commande Joseph Kabila ne sont pas seules au contact de ces réalités. Il y a la communauté internationale. Vous n'allez pas me dire qu'il a des recettes beaucoup plus importantes et beaucoup mieux réfléchies que celles de toute la communauté internationale avec laquelle nous coopérons à travers la MONUSCO et sa brigade internationale. Donc c'est un monsieur qui raconte des histoires pour faire oublier ses ennuis avec la justice. Et de toute manière, je vous ai démontré qu'il ignore même la constitution de son pays. Quelqu'un qui ignore même la différence entre parquet et tribunal. Alors vous me parlez de choses aussi complexes que la sécurité d'une province. Non, je préfère ne pas discuter sur cette base-là. Il ferait mieux de rentrer à l'école et savoir exactement. On lui donnera sûrement des cours d'histoire et il saura ce qui se passe au Nord Kivu. Manifestement, il ignore tout de ce qui se passe dans ce pays. C'est vrai que nous souffrons vraiment d'envie de continuer la communication, mais nous devons libérer les porte-paroles pour d'autres charges. Ainsi, nous allons prendre 2 derniers intervenants, dont Top Congo et Antenne A. Et en clôture. Je ne m'en prends pas, Moïse Katumbi. Je constate qu'il ne connaît rien de la Constitution et des lois. C'est un compatriote et je dis que nous n'avons aucun problème avec lui. Il a des problèmes avec la justice. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas s'en prendre à quelqu'un. Donc, en 2007, Moïse Katumbi s'est présenté comme le candidat qui avait été désigné par l'autorité morale de l'ex-AMP, dont nous pouvons dire que cette autorité s'était trompée pour que Moïse Katumbi puisse se présenter comme candidat à l'élection du gouvernorat de l'ex-Katanga. Si je ne vous connaissais pas, j'allais vous accuser aussi d'être un ignorant. Parce que dire que Moïse Katumbi, qu'un gouverneur ait pu être désigné par l'autorité morale de la majorité présidentielle sous l'empire de la nouvelle constitution, c'est vraiment ignorer la constitution. Monsieur, les gouverneurs sont élus par des assemblées provinciales. Même cette dame vendeuse de Bitoyo, quand elle m'a appelé, elle ne s'en est pas pris au président Joseph Kabila. Elle dit, comment nos députés katangais ont pu mettre un monsieur comme ça, qui ne connaît pas la différence entre parquet et tribunal à la tête de notre province. Donc vous voyez, même cette femme a su faire la différence. Donc une chose est d'être candidat, autre chose est d'être élu. Vous comprenez? On peut nous présenter des candidatures avec des faux documents, mais il appartient aux grands électeurs de choisir à travers la campagne qui se fait devant eux, au travers de l'examen des dossiers de candidature qu'ils font avant de donner leur choix, de savoir qui est qui et à qui ils donnent leur suffrage. Donc, ce n'est pas Joseph Kabila qui a désigné Moïse Katumbi gouverneur, ce sont les députés provinciaux de la province du Katanga. Donc, à chacun sa croix. Je ne pense pas que cela se passe autrement. Avant 2006, les présidents de la République nommaient les gouverneurs. Après 2006, ce sont les députés provinciaux, mais ils sont excusables, comme je l'ai dit à la dame, il est possible qu'il ait falsifié son curriculum vitae. S'il a pu tromper les députés provinciaux, pourquoi n'aurait-il pas pu tromper le président Joseph Kabila? Voilà. Allez, en tout cas pour le compte d'Antenne. Monsieur le ministre, à ce que je sache, chaque année, dans le budget de l'État, était prévu de l'argent pour les élections, de l'argent qui devait être mis de côté. Alors aujourd'hui, on pose un problème des moyens pour l'organisation des élections. Alors dans l'opinion, on s'interroge, est-ce que le glissement vers lequel nous allons n'était pas fait de manière délibérée?
Alain, les questions budgétaires ne sont pas organisées de la façon que vous les décrivez. Il n'y a pas d'argent qu'il soit possible de mettre de côté puisqu'il n'a pas été utilisé. Le budget de la République est un tableau prévisionnel. On prévoit d'engranger tel nombre de recettes et sur base des recettes qui seront engagées au cours de l'exercice budgétaire, on prévoit de les affecter à telle dépense. Et donc, vous savez comme moi, parce que vous participez souvent aux travaux de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale, que généralement, nous faisons moins de 65 à 70% de réalisation de recettes. Donc, forcément, les dépenses ne peuvent pas suivre au point de rendre disponible une enveloppe qui aurait été prévue pour une dépense qui n'a pas eu lieu pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard. Non, tout cela retombe et on reprend tous les nouveaux besoins et je pense que le seul signal qui peut vous rassurer, c'est que lorsque nous avons eu à confronter la réduction de nos recettes du fait de cette fluctuation totalement imprévisible des cours de nos principales matières premières, nous avons réduit toutes les dépenses. Dépenses de la présidence, de la primature, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, du gouvernement, de toutes les institutions, sauf les dépenses de la Commission électorale nationale indépendante. On n'y a pas touché. Donc, il n'y a pas de prévision possible pour vous dire qu'il y a eu, on a voté en 2014 autant, puisqu'on n'a pas utilisé, cet argent était disponible en 2015. Non, c'est pas ça. C'est pas sous cette forme-là qu'un budget de l'État s'exécute. Je pense que tous ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'État savent que ce n'est pas de cette manière. Il y a une prévision des recettes auquel est accolée une prévision de dépenses. Et donc, si une dépense n'a pas eu lieu, il faut la représenter à l'autorité budgétaire et la reprogrammer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est ça la réalité. Et voilà. Je vous remercie. Je ne peux hélas pas